12 novembre 2014, la sonde Rosetta largue comme prévu l'atterrisseur Philae vers la comète 67P. L'Agence spatiale européenne signe alors le premier atterrissage sur une comète, mais Philae rebondit et s'immobilise à plus d'1 kilomètre de l'endroit visé et surtout manque de soleil. À Toulouse, les équipes du CNES, l'Agence spatiale française, se mobilisent alors au sein du CONC, le Centre des opérations scientifiques et de navigation de Philae. Depuis l'exposition Explorations extrêmes de la Cité de l'Espace à Toulouse, Philippe Godon du CNES nous explique comment ses équipes et lui sont parvenus à sauver Philae. Du point de vue ce qu'on appelle la mécanique spatiale à Toulouse, on était très impliqués dans le calcul des trajectoires et on a vu que le site atteint, et on le voit là sur des images, on voit les traces maintenant à la surface qu'a laissé Philae sur le premier impact, eh bien, était extrêmement proche du site visé. Ce qu'on sait juste, c'est que la distance entre le site visé, sur lequel on avait atterri à quelques mètres près, et le site final est de 1,3 km, qu'on a parcouru en un peu plus de 2 heures. Le scénario avec double rebond n'avait absolument pas été envisagé avant, parce que ça supposait une double panne. Il fallait que notre propulseur, qui se trouve là, ne pousse pas au moment de l'atterrissage, et en plus que les harpons ne soient pas lancés sous l'atterrisseur, sous Philae. Et donc on n'avait pas envisagé la double panne, on pensait que l'un ou l'autre pouvait tomber en panne, et si le propulseur tombait en panne, les harpons auraient pu compenser avec peut-être en abîmant un petit peu, enfin il y aurait eu peut-être un système de petits rebonds, mais sur place. Et si le propulseur avait fonctionné sans les harpons, il aurait plaqué Philae, il aurait empêché son déplacement. Par contre, on aurait été en surface, comme on l'est un petit peu maintenant, c'est-à-dire non retenu par les harpons. Mais dans les deux cas, on ne devait pas se déplacer. On est arrivé dans un lieu très accidenté quand même, avec beaucoup de rochers, imprévus bien sûr, et où Philae est venu s'encastrer dans la surface. Et il se trouve en fait que le côté le plus éclairé de Philae est ce panneau-là. Alors ce panneau-là est très légèrement éclairé et ce qu'on appelle la couverture là dessus aussi est légèrement éclairé. Mais c'est essentiellement ce panneau-là. Ça veut dire qu'en fait Philae est penché de ce côté et ce pied-là est légèrement en l'air. Il se trouve, il ne touche pas la surface. Celui-là, on le voit, il est à peu près à la surface et le troisième pied derrière est sûrement beaucoup plus encastré dans la surface. Par ailleurs, on a à peu près des rochers, on a un gros rocher derrière, on le voit, un rocher sur le côté ici et certainement un rocher aussi devant. Donc on a un Philae qui est un peu encerclé par les rochers. Les équipes au SONC ont été mobilisées à 100%, même à plus que 100%. On n'a pas compté nos heures de travail, mais vraiment on était tous enthousiastes. Personne ne voulait quitter son poste alors qu'on avait prévu 2 personnes par poste. Et on a réussi à changer la planification et à faire travailler Philae au maximum de ses capacités, de manière à ce que les batteries ne se déchargent pas pour rien. Parce que même Philae, une fois branché sur ses piles, continuaient à se décharger. Donc il fallait utiliser au mieux tout de suite Philae. Et ça a été le cas. Donc un enthousiasme énorme. Une très bonne ambiance. Au SONC, on a ressenti l'effet sur les gens et sur l'intérêt qu'on suscitait. On a vécu pendant 3 jours plutôt en vase clos au niveau technique. Et bien sûr, on avait des télés, on voyait quand même que les médias s'intéressaient beaucoup. Et on a vu aussi le nombre de personnes qui se sont déplacées pour voir l'événement. Donc on était vraiment très, très content qu'on puisse générer cet intérêt. Mais on était aussi hyper concentré sur le travail, sur la récupération des données, la préparation des opérations futures, etc. Et on a été vraiment dans une sorte de course contre la montre avant que notre pile se décharge. On n'a pas vu le temps passer et on était un peu coupé du monde quand même.
Alors il a fallu s'adapter très vite au lieu d'atterrissage et au fait que justement on avait très peu d'énergie en provenance des panneaux solaires et surtout qu'on voyait que le pied étant un petit peu en l'air, il ne fallait pas faire un forage immédiat. Donc on a repoussé le forage. Par contre, la chance qu'on a eue dans tout ça, c'est que l'antenne qui se trouve dessus avait une orientation proche de celle qui était prévue sur le site d'avant. Ce qui fait qu'on avait des communications qui n'étaient pas identiques, mais pas trop éloignées. Il y avait à peu près 1 heure de décalage entre celles qu'on avait prévues autrefois, enfin sur le fameux site Aljilka de départ, et le site final. C'est ce qui nous a permis d'être efficace et de travailler et de remettre à jour la planification des opérations le plus rapidement possible. Donc dans un premier temps, on a fait ce qu'on appelle un block safe, c'est-à-dire qu'on a fait exécuter à bord de Philae des expériences qui ne demandaient aucun déploiement. Puis on a déployé l'instrument, le marteau de Moupous qui se trouve sur le balcon, là. Voilà. Donc Moupous a été déployé à la surface, pas trop loin parce qu'il y a un rocher qui empêchait d'aller très loin. Romap continuait à fonctionner sans problème. Et le fait simplement que ce pied-là, on a tenté dans un 3e temps de faire un forage cette nuit. Je suis un peu pessimiste sur le résultat du forage, mais il faut laisser aux scientifiques le temps d'analyser l'échantillon, enfin ce qu'on a pu récupérer au niveau scientifique. On a une orientation par rapport au Soleil qui est celle-là, qui donne essentiellement sur ce panneau-là, qui est le panneau 2. Et ce qu'on a tenté de faire comme rotation, c'est d'amener sous le Soleil ce panneau qui a une surface beaucoup plus grande. Là encore, il faut qu'on analyse les résultats, mais il n'est pas impossible que la plateforme ait été bloquée et que le moteur ait été suffisant pour pouvoir effectuer cette rotation. C'est que de toute façon, la comète, qui est actuellement à 450 millions de kilomètres du Soleil, va se retrouver à un moment donné dans sa trajectoire, en août de l'année prochaine, à moins de 200 millions de kilomètres, c'est-à-dire beaucoup plus près. Et quand on est beaucoup plus près, on reçoit beaucoup plus d'énergie dans les panneaux solaires ici. Et c'est très très important la modification. Il faut savoir qu'à 3 unités astronomiques, comme on est, c'est-à-dire 450 millions de kilomètres, notre Soleil a plutôt la taille d'une étoile et pas du Soleil tel qu'on le voit sur la Terre. Donc on va améliorer, rien que par la distance au Soleil, l'efficacité, la quantité d'énergie reçue par les panneaux solaires. Deuxième effet, c'est que sur cette comète, si l'axe de rotation ne tourne pas, enfin ne change pas, il y a un effet saisonnier comme sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en hiver, avec des jours courts et des nuits longues, et au contraire, on est en été, avec des jours longs et des nuits courtes. Et donc, on espère, par le changement de saison, augmenter le temps d'illumination, le temps d'ensoleillement de Philae, et faire que Philae redémarre. C'est un redémarrage automatique, fonction de l'énergie. Le rebond, le double rebond même, entre le site visé et le site final a fait qu'on a fait un déplacement horizontal à la surface de la comète et donc on a pu faire ce qu'on appelle du reniflage de gaz au fur et à mesure qu'on se déplaçait. Et Ptolémée en particulier semble avoir récupéré de très bons résultats lors de cette phase. Donc je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais ça a été un supplément inattendu à la science de Philae. En tout cas, ça a été une véritable aventure en effet. Et inattendu parce qu'un ingénieur par défaut, enfin ou par essence, n'aime pas trop l'aventure, donc il fait des calculs pour tous les cas, si possible. Et là, comme on le signalait précédemment, le cas du double rebond n'avait pas du tout été envisagé. Le cas d'atterrir au milieu de rochers dans une position précaire et non harponné n'était pas prévu.
Mais par contre, au niveau humain, au niveau de la réaction, la réactivité qu'ont dû avoir les équipes et tout ça, l'effervescence que ça a généré, c'était vraiment, ça sera inoubliable, quoi. C'est vraiment dans une carrière, en tout cas, personnellement, je ne suis pas prêt d'oublier cette période, quoi. Philippe, tu es ici donc à la Cité de l'Espace. Nous avons donc monté cette expédition Exploration Extrême. Donc nous avons Curiosity, nous avons Philae. Philae, c'est un peu ton bébé. Ça fait quoi d'être à côté de ce bébé ici à la Cité de l'Espace et de se dire que le vrai, il est en train en ce moment d'explorer donc la comète que vous avez visée? Moi, il faut que je revienne assez souvent près de la maquette parce qu'elle est tellement ressemblante et tout que vraiment, elle est magnifique. Et voilà, on se rend mieux compte quand on est là, près d'elle, la complexité des choses et un petit peu la chance qu'on a eue parce qu'on n'a rien abîmé. Alors qu'on est arrivé dans une zone, à mon avis, chaotique, où on aurait pu abîmer beaucoup de choses. Alors peut-être qu'il y a un pied qu'on ne voit pas là, qui est peut-être un peu abîmé, mais Philae par lui-même fonctionne superbement. Le logiciel de vol fonctionne, la climatisation, l'énergie électrique est là, les communications n'ont pas été coupées, donc la plateforme marche et tous les instruments fonctionnent, sont alimentés, on les met, on les allume, on les éteint exactement au moment prévu. Donc le bébé se porte très très bien, Et le papa il est endormi et on espère bien le réveiller. Et le papa aussi? Le papa est extrêmement fatigué, là. Ça fait 3 nuits à 3-4 heures de sommeil seulement. Donc je crois qu'il va aller se reposer. En mode hibernation bientôt. Donc, en tout cas, merci beaucoup Philippe d'être venu à la Cité de l'Espace sur le plateau donc, de notre comète. Mais il va falloir qu'on la retravaille un petit peu, peut-être le décor, parce qu'on a découvert qu'une comète, c'était tout à fait aussi autre chose que ce que nous attendions tous. Voilà, et donc, je rappelle au public donc, que l'exploration extrême, donc cette expédition d'exploration extrême est visible à la Cité de l'Espace jusqu'à la fin de l'année 2015, puisque l'aventure continue, cette aventure magique. Rosetta continue bien sûr à explorer, à escorter la comète. Et puis donc, Philae donc accroché donc sur les flancs de cette comète et va se rapprocher du Soleil. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Philippe, merci beaucoup pour cette très belle matinée.